tout le monde, bienvenue à mon émission de Vérité humaine. Mon nom est Mélanie Talbot, animatrice et productrice. Aujourd'hui, on est vraiment heureux de recevoir un beau partage de Carl, un ancien agent correctionnel du pénitencier de Donnacona. Et oui, Carl a passé plusieurs fois à Novo, boulevard 102.1 et au 98.1 et aussi il a fait plusieurs podcasts. Il a 25 ans de métier et retraité. Il nous a plusieurs choses à nous rencontrer de son vécu en tant qu'agent correctionnel. Alors bonjour Carl, comment ça va? Ça va bien toi? Comment tu te sens aujourd'hui à l'idée de venir nous parler de ce que tu as vécu pendant 25 ans? Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait plaisir pour peut-être briser des mythes, des croyances populaires des fois, puis en même temps amener un éclairage sur ce métier-là que les gens connaissent pas vraiment, autre que par ce qu'ils voient, qui n'est pas tout à fait la réalité dans des films, dans des émissions de télé, des choses comme ça. OK. Puis, qu'est-ce que tu penses que les gens qui vivent ce genre de situation-là, le métier que toi tu as fait pendant 25 ans à aujourd'hui, ça serait quoi la différence de ce que tu entends présentement? Je dirais que malheureusement, présentement, il y a un niveau de violence sans précédent qui était pas présent. J'ai connu des années de grosses violences. J'ai été impliqué dans des incidents de violence. Mais depuis, moi je suis retraité depuis juillet 2024. Mais depuis ce temps-là, ça atteint des niveaux. Là, j'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai peur pour mes anciens collègues. J'ai peur pour eux autres. C'est quand même assez spécial comme information. Puis, on va revenir à la toute fin. Si on part du jour 1, de quand toi tu as commencé à faire ce métier-là, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de vouloir faire ce métier-là? Et conte ton histoire du début à la fin. Le domaine de la justice m'a toujours intéressé quand j'étais jeune. À cette époque-là, parce que moi j'ai 54 ans, fait que à cette époque-là, quand j'ai fini mon secondaire, il y avait des conditions que je pouvais pas pour devenir policier. Il n'y avait pas de chirurgie pour les yeux dans ce temps-là. J'avais une petite myopie qui était problématique. Puis c'est drôle à dire, mais je ne sais pas nager. Puis là, je m'imaginais pas, moi, recevoir un appel, mettons, en patrouillant, d'un enfant dans une piscine, puis je pourrais aller le chercher. Mm-hmm. Donc, j'ai gravité dans le domaine de la loi et de la justice pour m'amener à faire des études en intervention de délinquance et rentrer travailler au pénitencier. J'ai rentré en novembre 1998. Puis, c'est ça, j'ai pris ma retraite en juillet 2024. J'ai à peu près touché à toutes les facettes, si tu veux. J'ai été agent de correction, agent senior de correction, qui est le grade un petit peu plus haut. J'ai été gestionnaire correctionnel. Parallèlement à ça, j'ai été négociateur en situation d'urgence. J'ai fait à peu près une dizaine d'années dans le groupe tactique d'intervention, le SWAT. Que dans le jargon on appelle. Donc, pour positionner les gens, lequel se trouve plus à l'action, mettons, si on peut pour comprendre? OK, c'est sûr que dans le groupe tactique d'intervention, tu sais, c'est comme, pour faire un parallèle pour que les gens comprennent, mettons, c'est comme si, agent de correction niveau 1, t'es patrouilleur de la police qui se promène dans le quartier ici, OK? Mm-hmm. Le groupe tactique d'intervention, là, c'est des mandats vraiment spéciaux. On a plus d'équipement, on a plus de formation, on fait des choses plus dangereuses, mais on est mieux et fort formé. On a une équipe restreinte, donc on est habitué de travailler avec toute notre équipe. Fait que c'est sûr que, on va t'appeler, mettons, on pourrait intervenir sur une émeute, on pourrait intervenir sur une prise d'otage, on pourrait intervenir sur des choses comme ça. L'agent de terrain de base, lui, il gère les opérations quotidiennes. Et si une situation devient un petit peu trop touchée, pas parce qu'ils sont pas bons, parce qu'ils n'ont pas l'équipement et la formation que nous autres on a. Okay? Il y en a plusieurs qui sont très bons, qui pourraient être dans le groupe d'intervention, qui ont décidé de jamais essayer de rentrer. Mais là, nous autres, le groupe d'intervention, on est comme le dernier recours. Okay? Nous autres, quand ça ne va plus, c'est nous autres qui appellent. C'est nous autres qui vont exécuter les mandats dangereux, des fois, de certains transferts de détenus plus dangereux que d'autres. C'est nous autres qui vont faire ces opérations-là. Et justement, c'est le métier que tu as fait le plus longtemps dans ton 25 ans de carrière ou c'est le dernier que tu as fait? Ça se fait en parallèle.
OK. On n'est pas une équipe, dans le groupe d'intervention puis négociateur, on n'est pas une équipe dédiée à temps plein. C'est-à-dire qu'on fait notre rôle normal, comme les autres agents, mais en surplus, on fait ça. Donc, ce qui arrive des fois, c'est que je peux me faire appeler à la maison pour dire, ben viens-t'en, on a un désordre majeur dans le gymnase, mettons, il faut que tu t'en viennes. Donc, je m'en vais à l'établissement, on prépare notre intervention, on s'équipe en conséquence, on planifie notre intervention. Mais en même temps, je fais mes tâches régulières, pareil comme les autres, avec les autres. Je comprends. En même temps, le fait qu'on soit mélangé aux autres agents, ça a un effet rassurant pour tout le monde. Puis on sert un peu de coach aussi en même temps, donner un petit truc à quelqu'un des fois, des choses comme ça. Et si on recule un peu en arrière, si on se rappelle du plus gros, en fait pas du plus gros événement, mais si on se rappelle des événements marquants de ta carrière, si on recule en avançant, ça serait lequel ton premier Écoute, événement que tu as vécu? J'ai eu des choses quand même, là, j'ai été ciblé pour une prise d'otage, puis de peut-être me tuer. J'ai décroché des pendus. J'ai intervenu dans des situations où des détenus avaient été solidement amochés, défigurés, des choses comme ça. J'ai eu un coup de couteau dans la gorge. Lors d'une tentative, c'est un détenu qui a essayé de tuer un autre détenu qui était dans mon bureau. Puis moi, j'ai bloqué le coup, puis j'ai reçu le couteau sur la gorge. Puis j'en oublie certains parce que malheureusement, le fait d'être là à temps plein pendant des années, il y a des choses qu'on vient qu'à trop banaliser sans se rendre compte que ça nous affecte pareil mentalement. Mais je te dirais que ça, c'est les gros événements, mettons. Puis, dans tous ces événements-là, qu'est-ce que pour toi a été le plus difficile à absorber comme humain? La tentative de prise d'otage, ça a été difficile. Puis le poignard dans la gorge, ça a été difficile dans le sens que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on est un agent, mais on est une personne aussi en dessous. Et des fois, les événements qu'on vit dans notre vie personnelle, à l'extérieur de l'ouvrage, vont affecter comment est-ce qu'on va dealer avec un événement. C'est-à-dire que l'événement arriverait pendant que tu es très solide sur tes deux pieds dans ta vie, dans ta tête, t'affecterait peut-être moins. Moi, le moment où il y a eu j'étais ciblé pour une prise d'otage, c'est arrivé... Comment ça s'est passé? Donne-nous des détails. Ben, te mettre dans le contexte, c'est arrivé... En fait, c'est un détenu que j'avais sauvé la vie d'une pendaison. Et puis, c'est pas tous les agents qui sont bilingues, et moi je suis bilingue, et là il y avait des groupes criminalisés autochtones de l'Ouest qui étaient présents dans mon secteur, et là il était en chicane avec un de mes collègues. Et là, moi je viens pour traduire, et là je traduis le plus fidèlement possible tout ce qui se dit d'un bord puis de l'autre, pour avoir une meilleure intervention, et les autres ils l'ont pris personnel. Qui a pris personnel? Les détenus. Les détenus. Ils l'ont pris personnel à eux et là, ils ont décidé qu'ils voulaient me tuer. Ils étaient combien? C'était un groupe de 5-6 à peu près détenus autochtones de l'Ouest canadien. Puis, c'est ça, c'est que là, au moment où ça doit se passer, ça se passe pendant que nous autres, on va faire un compte de rangée. On va faire des comptes, voir qui est en cellule, puis qui est où. Puis là, j'ai un collègue de travail qui dit « Hey, on va changer de rangée. Ça fait longtemps que je n'ai pas été là. » Fait que moi, je dis « OK, c'est beau. Va compter là, je vais aller compter là. » Donc, ils n'ont pas pu procéder. Et le détenu que j'avais sauvé il y a quelques années, là, il voyait qu'il se passait de quoi. Et là, quand il a su que c'était moi qui était ciblé, ben là, il a demandé à me parler.
Là, on a été dans un endroit isolé tous les deux. J'ai fait semblant de l'appeler comme s'il y avait de la visite. Puis là, on s'est parlé. Et là, c'est lui qui m'a donné l'information que tel détenu voulait me tuer. Me prendre en otage puis me tuer. Fait que, mon voiture, regarde, j'y ai sauvé la vie, il a sauvé la mienne. Puis ça, en même temps, ben là, j'ai eu de la misère à le gérer. C'est pour ça que c'est un événement marquant. Parce que, premièrement, c'est un dur test de réalité. Là, où tu ne t'entends pas nécessairement à ça, malgré que dans le milieu. Et quelques semaines après, ben, on a retrouvé mon père pendu dans le cabanon. Fait que là, j'étais déjà affecté. Les deux en même temps, c'est-à-dire que je retournais au pénitencier. En même temps que la tentative de prise d'otage, je m'étais séparé. Fait que j'avais de la difficulté un peu à gérer ça. Donc, j'ai demandé à retourner au pénitencier. Parce que d'être tout seul chez nous, c'était pire. Et juste comme je recommence à travailler, ben là, il arrive la nouvelle de mon père. Là, j'ai craqué. Là, mon médecin dit, OK, c'est bon, là, toi, tu t'en retournes chez vous. Là. Fait que ça, c'était... L'autre événement, ben, comme je te disais, c'est un détenu qui est venu pour empoignarder un autre dans mon bureau, une histoire de gang de rue. Et lorsqu'il s'en vient, il sort son couteau, puis là, le détenu, lui, il est là. Fait que lui, son réflexe, c'est de se sauver du danger. Fait que là, il s'en vient en arrière de moi. Donc, là, quand il vient me poignarder, ben là, moi, je bloque le coup, mais la lame m'accote dans la gorge. Puis là, le détenu est dans un arrière de moi. Puis là, je commence à nouer entre deux détenus. Fait que là, je dis à l'autre qui est en arrière de moi, je dis, toi, bouge pas, calice, parce que c'est moi qui va te ramasser. Puis j'ai lancé le bureau sur l'agresseur. Là, lui, il est parti. Pendant ce temps-là, mes collègues, voyant qu'il arrivait quelque chose, ont sonné l'alarme et là, tout le monde est arrivé. Puis on maîtrisait le détenu et ses armes. Là. Fait que ça a été deux événements, je te dirais, assez marquants quand même pour moi, puis qui a un gros impact dans ma vie personnelle aussi. J'ai une question assez spéciale. Peut-être que les gens se posent comme question. Quand il y a des détenus, exemple, quand tu as eu contact avec cet autochtone-là ou dans le but de te faire aider ou ainsi de suite, comment tu perçois, exemple, en tant qu'exemple autochtone, comment tu l'as perçu la fois qu'il est venu t'aider pour te délater une information très importante? C'est quoi la connexion? Okay, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le détenu qui m'a informé, lui, il n'était pas autochtone, lui, c'était un noir. Okay, c'est les Autochtones qui voulaient me tuer. Moi, j'ai tout le temps eu une bonne relation avec la majorité des détenus. Parce que j'étais quelqu'un d'intègre. OK? Je poussais pas toujours trop loin. J'étais capable des fois de compréhension. Comme j'ai un détenu à un moment donné, faut que je lui annonce que son petit garçon est décédé dans un accident. Les détenus étant des détenus, c'est pas des gens qui ont une belle capacité de gestion des émotions. Fait que là, on est dans une pièce et là, la crise pogne, puis les garoches les bureaux, puis ici, puis ça. Puis là, il y a un paquet d'agents qui arrivent, puis là, je sors du bureau, je regarde, c'est beau, laissez-le décanter, OK? Je m'en occupe. Tu sais. Ça, les détenus respectaient ça, ces choses-là. Lui, ce détenu-là, ben, j'y ai sauvé la vie. Quelques années auparavant. Donc, lui, il avait un gros respect pour moi. Si ça avait été de quelqu'un d'autre, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Mais là, pour moi, il dit non, t'es un peu. Il dit, je te cite aujourd'hui parce que ce gars-là m'a décroché et m'a sauvé la vie dans une urgence. Je peux pas le laisser. Tu sais, souvent, la relation avec les détenus va dépendre justement de certains contextes comme ça. Tu sais. Quand tu es quelqu'un qui est fair play, qui est honnête, que de temps en temps tu visses la vis, de temps en temps tu es capable de la dévisser un peu, tu sais. Ben ça, ils respectent ça. Là. Même s'il y en a plusieurs qui vont t'insulter pareil, parce que devant les autres, ils ont une image, eux autres, ces détenus-là, à protéger. Okay? Mais il y a un respect qui s'installe pareil. Il y en a, on n'aura jamais été capable de se parler, peu importe la raison, mais il y en a d'autres, la majorité, j'étais capable d'arriver à quelque chose.
Puis, dans tout ton métier, exemple, c'est minimum 2 ans, je crois, pour Ouais, ben, le temps, ce qui pour arrive, les c'est gens que, qui sont placés. quand tu es condamné au palais de justice, tu donnes ta sentence. Si tu as une sentence de 2 ans moins un jour, tu t'en vas au provincial. Si tu as une sentence de 2 ans jusqu'à perpétuité, là, tu t'en vas au fédéral, qui est une autre structure différente. Dans le fédéral, ben là, tu as des niveaux de sécurité, c'est-à-dire minimum, médium et maximum. Nous, à Donnacona, c'est un établissement à sécurité maximum. Puis, si tu aurais une petite comparaison à faire par rapport à ce qu'on s'en était parlé tout à l'heure de la prison, exemple, d'Orsainville, c'est quoi les liens connexes maintenant qu'il pourrait y avoir? Les liens connexes, on a beaucoup d'interactions avec le provincial parce que, exemple, un détenu est condamné, exemple, à 8 ans. OK? Puis le détenu sort en conditionnel, fait encore un autre crime, il est arrêté. Vu qu'il est en conditionnel, il revient, mettons, à Donnacona. Mais il va faire face à d'autres accusations. Et le transport pour le palais de justice, la sécurité au palais de justice est assurée par le provincial. Donc, régulièrement, chaque semaine, il y a des fourgons du provincial qui viennent chercher des détenus du fédéral pour les amener dans les palais de justice. Et des fois, ce détenu-là, exemple, pourrait passer 2-3 semaines, exemple, à Saint-Jérôme, parce qu'il passe au palais de justice là-bas. Puis comme on est fédéral, ben on a des gens de partout au Canada. Donc, des fois, ben ça peut être quelqu'un un détenu qui il va être transféré pour le provincial, exemple en Alberta. Il va faire quelques mois pour ses procédures judiciaires, puis ils vont nous le ramener. C'est beaucoup d'informations. Peut-être que les gens ne sont pas nécessairement au courant là, de... Absolument pas. Ça, je te confirme que les gens ne sont pas conscients de la réalité quotidienne ou des façons de faire du milieu. Là. Puis si on parle du côté humain qui te concerne, toi, au niveau de ta santé mentale, du début à aujourd'hui, comment que toi tu te sens, qu'est-ce que tu as vécu en tant que personne et en tant qu'humain? Quand je suis arrivé à mon 25 ans de service, j'avais été arrêté médicalement là, autour de ma 22e année pour à peu près 1 an et demi pour un choc post-traumatique. Quand je suis revenu, ben là, j'ai demandé à avoir des tâches un petit peu moins dans l'action, un petit peu plus administratives pour partir à mon 25 ans parce que là, ma limite était atteinte. Comment je vis ça? Régulièrement, je ne me reconnais pas. Okay? Le cadre que j'ai toujours été, des fois, je me regarde dans le miroir, puis je ne sais pas c'est qui est dans le miroir. Parce que je ne serai jamais comme j'étais avant. Il y a des avantages, ça, c'est un changement-là. Puis il y a des inconvénients aussi. Là. Fait que t'apprends à vivre avec. Là, je suis dans une période où ça va relativement bien. Je m'implique pour mes collègues. J'ai de la zoothérapie plus que j'en ai besoin avec j'ai 2 chats hyper affectueux là, qui me font rire 22 fois par jour. J'ai beaucoup de difficultés avec mes relations interpersonnelles. Entrer en contact avec, pas en contact, mais en contact plus profond, plus intime avec des gens, c'est dur. Je vais m'isoler beaucoup chez nous. Des fois, je vais avoir prévu une activité dans 2 semaines avec des gens, puis rendu, la journée arrive, puis j'ai comme, c'est niaiseux, c'est des gens que je connais, mais j'ai comme la chienne me poigne, j'annule, j'y vais pas. Mm-hmm. Fait que c'est un peu ça, c'est apprendre à connaître c'est qui le nouveau cadre, je dirais. C'est un défi qui est là à chaque jour. Puis, c'est quoi l'impact que tu penses que ça peut faire sur des anciens collègues, des gens, monsieur, madame, tout le monde qui t'écoutent aujourd'hui?
Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent vers toi pour ce que tu fais présentement? Ben, comme tu as dit en présentation, j'ai été impliqué beaucoup depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans au niveau de différents médias pour parler du milieu. Des fois parler plus précisément d'événements, des fois juste un petit peu plus large, des fois plus sympathique, des fois plus dramatique. Puis j'ai beaucoup de feedback. Puis je me rappelle la vraiment première fois dans un studio de radio, l'émission en direct. On était loin. J'ai pleuré en ondes, j'ai mal filé. Quand je suis arrivé chez nous, je filais pas pantoute. J'ai tout fermé. TV, mon téléphone, rien. J'étais assis à terre dans le noir, puis je filais pas. Mais le lendemain, quand j'ai ouvert mon téléphone, je devais avoir à peu près 200 messages de gens qui me remerciaient d'avoir dévoilé des choses, d'avoir réussi à mettre des mots sur des émotions qu'eux autres ne savaient même pas qu'il y avait. Ça m'a fait du bien. Ça ne m'a pas enlevé ma douleur, ça n'enlève pas mon post-traumatique, tout, mais ça m'a donné une énergie, ça m'a donné je dirais pas une mission, mais ça m'a donné à un moment donné une raison d'être. Tu sais, j'aide ces gens-là, j'ai des gens, je vais donner l'exemple, un jeune collègue, quelques années de service seulement, il entend l'émission à la radio en direct, puis là, il s'en va dans sa famille, puis il est avec sa blonde. Puis il dit « Hey, j'ai travaillé avec ce gars-là, puis tout. » Puis là, il écoute la... Puis là, à un moment donné, il stationne son auto, puis là, il part à pleurer. Là, sa blonde le regarde, puis là, sa blonde a dit « OK, je viens de comprendre quelque chose, là. » Elle dit, je pense qu'on... Il y a quelque chose qui se passe. Elle dit, je pense qu'on va se parler parce que là, je suis en train de passer à quelque chose, à côté de quelque chose d'important pour mon chum, là. Fait qu'elle dit, mon chum, elle dit, quand on va revenir à la maison, là, on va se prendre du temps pour discuter. Ben, cette entrevue-là a fait que lui était capable de briser la glace puis d'amorcer une discussion avec la famille. Et ça, ce genre de témoignage-là, je l'ai reçu plusieurs fois. En même temps, mais des fois, je donne la parole. Je me sers de parole à ceux qui n'ont pas le droit de parler. Donc, des fois, j'ai maintenant un réseau, si tu veux, avec certains médias que les médias m'appellent pour l'information. Des fois, c'est moi qui lui communique quelque chose. Des fois, il y a des gens qui travaillent au ton fédéral provincial qui m'amènent des informations que je retransmets. Tu sais. Des fois, l'information passe dans les médias sans que ce soit moi qui parle. Mais à quelque part, elle a passé dans mes mains. Tu sais. D'ailleurs, on a une information très importante, une triste nouvelle. Malheureusement, le 2 mars, il y a eu un meurtre qui aurait pu être évité. Est-ce que tu veux nous parler de cette situation-là? Le début de cet incident-là, le début part avant le 2 mars. C'est-à-dire que la victime du meurtre avait tué le cousin de son agresseur en Ontario il y a un petit bout de temps. Son agresseur étant de Donnacona, sait que cette personne-là s'en vient et a dit aux autorités, faut pas qu'il me parle, faut pas qu'il... Si je le vois, ça ne marchera pas. OK? Mais ils l'ont quand même mis en contact avec. Fait que résultat, dans cette soirée-là, ce gars-là va comme pour y parler et lui n'accepte pas ça et étant déjà préparé avec des armes, ben il a quasiment tranché la tête puis poignardé dans le thorax à tel point, ça a été très vite, quand je dis très vite, c'est à peine 30 secondes. Puis lorsque les agents sont intervenus, il en était à son dernier souffle. Il était quasiment mort à terre dans le gymnase. Là. Puis là, ben, les agents, ça implique beaucoup, ça, des événements comme ça. Tu sais, quand tu vois ça dans un film, tu penses, ça fait partie du scénario, puis bon, c'est correct. Là. Ben, comme je disais tantôt, ces gens-là ne sont pas juste un uniforme, il y a quelqu'un en dedans. Il y a quelqu'un qui, après ça, doit retourner à la maison. OK?
Comment t'expliques ça à la maison? Les effets de ça, des fois, tu les sens plusieurs heures ou jours après. OK? Et C'est une petite adrénaline dans le moment présent. Donc, c'est une petite adrénaline, puis, veut pas, on est un peu, je dirais, macho, dans le sens, autant homme que femme qui travaillent comme agent, c'est qu'on veut pas admettre qu'on peut être affecté par quelque chose. Fait qu'on se parle pas entre nous autres. On laisse les choses aller comme si c'est normal. Puis tout le monde, à quelque part, fait un moment donné, de temps en temps, un peu semblant. Et là, à un moment donné, ça arrive, ça craque. OK? Puis là, ça craque, la phrase arrive. Là. Présentement, au moment où je te parle, on n'a jamais vu ça. Il y a quelques dizaines d'agents qui sont en arrêt de travail pour des choses comme ça. Donc, plusieurs, des gens que j'ai côtoyés, des gens qui étaient solides, des gens qu'on pourrait dire des leaders dans l'établissement, qui là, ne veulent pas revenir. Moi, j'ai eu la chance, j'arrivais en fin de carrière, à 25 ans, j'étais éligible à la pension. Moi, j'ai dit, regarde, fuck it, je pars à ma retraite, je me trouve un petit sideline pour le fun, ça complète, je garde le même niveau de vie. Mais quelqu'un qui a juste 10 ans de service, lui, il n'a pas cette possibilité-là. Ben, il va l'avoir, mais il va perdre beaucoup, parce que là, tu as une maison à payer, tu as une famille à nourrir, tu peux pas vraiment te permettre de sacrer à job-là pour le fun. Ils ont quand même des bons salaires, ils ont quand même des. Fait que là, il y en a, là, il y en a plusieurs qui tombent au combat ce temps-ci, à cause de choses comme ça. Là. Puis ces événements-là, si je te fais un timeline, ça, c'était arrivé en fin de soirée lundi. OK? Fait qu'il y a des gens qui ont été impliqués à vivre ça toute la nuit, au travail. Le mardi, dans la journée, l'établissement est fermé. Il ne se passe rien parce que là, c'est quand même un événement majeur à gérer. Et là, l'établissement décide de sortir les détenus au souper, en salle commune, puis peut-être faire des fouilles après ça pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres armes. En sortant les détenus pour souper, il y a une autre agression, 12 coups de pique, une autre urgence médicale. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est régulier. Si c'est pas tous les jours, c'est à tous les 2 ou 3 jours, mais il y a tout le temps quelque chose. Le lendemain, c'est-à-dire on a rendu le mercredi, il y a eu un pendu. C'est tout le temps les mêmes personnes qui sont pas là. Là, les gens sont épuisés. Plus il y en a qui partent, plus ça rajoute de charges de travail aux autres, de lourdeur émotionnelle, qui eux autres s'épuisent aussi tranquillement. Puis tu vois le cercle, si tu veux. Là. Et quand je t'entends parler, pour nous, les citoyens, c'est quoi l'impact majeur quand tu vois tout ce genre de type d'événements-là? C'est que l'impact majeur, c'est que ces détenus-là vont sortir à un moment donné. Soit une libération conditionnelle, soit parce que le mandat est fini, si tu veux. Là. Le gouvernement actuel et l'ancien premier ministre aussi, c'est la même gang. Ils ont mis des choses en place pour faciliter la libération des détenus. Ce qui veut dire l'impact pour toi, pour les gens qui écoutent, c'est que dans vos quartiers, vous avez des gens dangereux qui devaient être incarcérés, mais qu'on a libérés parce que ça donne des belles statistiques. OK, c'est ainsi qu'on le voit, là, la région de Québec. Là, est-ce que tu te rappelles d'avoir vu une région de Québec aussi violente que dans les dernières années? Moi, je ne me rappelle pas de ça. Non, souvent on parle du Mexique, mais... C'est ça. Là, le monde parle du Mexique, là, mais quand on regarde, là, il y a des places que ça passe. C'est ça. L'impact, il est concret, il est là parmi vous. Là. Oui, puis... Si j'allais dire de quoi, je m'en souviens plus. Oui, c'est ça, j'en reviens. Et par rapport aux agents correctionnels, quel est l'impact maintenant? Je disais en début de segment que j'ai peur beaucoup pour mes collègues. C'est parce que là, il y a l'autre aspect qui arrive, c'est que l'administration du service est beaucoup axée sur le détenu. Donc,
quand il arrive des événements, il essaie toujours de voir quelle gaffe tu as faite comme agent. Donc, toi, tu rentres travailler, tu n'es pas là pour gérer un événement, tu gères l'événement, tu as les menaces disciplinaires pour les enquêtes liées à l'événement. Et l'autre phénomène, on a entendu parler beaucoup il y a quelques mois, du temps supplémentaire obligatoire dans les hôpitaux. C'est la même chose pour nous autres. Incroyable. Donc, là, c'est l'effet boule de neige. Quand tu parlais d'effet pour les agents, c'est que là, tu as comme un trop-plein. Tu n'as pas de support de ton employeur. Tu pars, tu prends 2-3 jours de congé de maladie parce que là, tu as besoin de faire le vide. Mais là, ça crée de l'absentéisme. Fait que la personne qui travaille de jour, des fois, est obligée de rester faire le soir. Celle qui rentre le soir est obligée de rester faire la nuit. Et là, ben, l'effet boule de neige, à un moment donné, tu regardes l'horaire, tu dis, OK, hey, il manque beaucoup de monde samedi soir. Je ne rentrerai pas samedi jour, moi, je vais être obligé de rester samedi soir. Fait que là, tu vois, il y a des journées où, récemment, où ce qu'on a vu, ce qu'on me donne comme information, là, on a vu 22 personnes dans la même journée être obligées de rester involontairement à l'établissement. Quand je dis que j'ai peur, c'est qu'éventuellement, à un moment donné, on ne sait pas quand, parce qu'il manque beaucoup de ressources. Et quand il va arriver des recrues qui arrivent dans cet aspect-là, qu'il n'y a rien qui te prépare à quelque chose d'aussi intense que ça, si les infirmières ont de la misère à trouver de la relève, ça va être la même chose. Exactement. Ça va être la même chose, là. Puis on n'a aucune écoute de l'administration, là. Puis c'est sûr que ça doit créer une insécurité aussi pour les agents correctionnels. Parce qu'il manque de personnes, heures supplémentaires. C'est fait ça. que les nouveaux qui rentrent, ils vont dire, Colin, s'il se passe de quoi ce soir, on fait quoi? C'est ça. Puis comme je disais, ben, c'est un effet, tu sais, le fait que beaucoup de personnes, je disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui étaient comme des leaders dans l'établissement, qui mettent le genou à terre, puis qui partent pour des mois et des mois en arrêt de travail, en CSST ou maladie ou quoi que ce soit. Ben, les jeunes qui commencent, qui auraient pu bénéficier de cette expertise-là, ce coaching-là, ne l'ont pas. Fait que ça fait un effet, tu sais. L'autre affaire, quand un agent voit un autre qui était vraiment solide, puis qui dit, hey, lui, il tombe, lui aussi, là. Ça veut dire, moi aussi, je peux tomber. Ça en décourage une coupe. C'est ça. Fait que c'est pas une belle période présentement, là. Il y a l'autre affaire qui arrive aussi. Il y a des gens qui ont 25 ans de service, qui avaient prévu à se rendre, mettons, à 28 ou 30 ans, qui là disent, non, je pars tout de suite, là. Fait que là, en plus de ça, en arrêt de maladie, ben, t'en as qui disent, bon, ben moi, je vais devancer ma retraite, là, parce que là, je ne me donne plus, là. Et si tu aurais des choses à dire ou des suggestions aux travailleurs, à des anciens collègues, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? De se regrouper, de s'ouvrir un à l'autre. Parce qu'on est rough entre nous autres, parce qu'on ne veut pas avoir l'air du faible qui met le genou à terre. Fait que chacun vit ses petites affaires en fermant sa gueule. Puis on va de journée en journée comme ça, tu sais. Ben peut-être, tu sais, prendre le temps de s'ouvrir plus ensemble, d'accepter de dire, regarde, je file pas, là. Okay? Je file vraiment pas. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je suis rentré aujourd'hui, là, puis ça me serre dans le ventre, je suis pas à l'aise aujourd'hui. Ça, tu sais, le cerveau vit des choses, puis il prend les moyens, des fois, pour envoyer l'information, puis c'est des réactions physiques, tu sais. Ben, c'est ça. Les reconnaître, s'écouter, aller consulter. Il y a des organismes, parce qu'il ne faut pas se fier à l'employeur, il nous abandonne totalement. Il y a des organismes, des organismes comme la Vigile qui est spécialisée
d'un service d'urgence en soutien psychologique pour les services d'urgence et les familles. Ça peut être un psychologue normal. On a des ressources qu'il faut nous autres-mêmes aller chercher, mais il y a des ressources à aller chercher. Et si on revient à toi, Carl, Carl, il est qui aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai encore des journées où, je vais prendre un exemple, il fait super beau, moi je fais de la moto l'été, puis je me lève, puis pourquoi je sais pas, je suis comme stoïque, je sais pas quoi faire. La moto est là, il fait beau, je pourrais y aller, mais j'arrive pas à me décider où je vais. Qu'est-ce que je fais, tu sais. Je suis comme tout le monde, j'aimerais ça me faire une blonde, mais j'arrive pas à sortir. Puis si je commence à m'intéresser à quelqu'un, puis là je lui dis, ben moi j'ai ce petit enjeu-là des fois qui fait que je suis hyper sensible, que je peux pleurer de rien, ben, ça fait peur. Fait que les gens se sauvent. La personne ne te le dit directement, mais la minute que tu as un PTSD, pour bien du monde, c'est comme si tu disais que j'ai la peste. Fait que c'est. Puis moi, je refuse de garder le silence parce que je l'ai trop gardé. Fait que je le dis, je fais des interventions comme avec toi pour en parler, si ça peut allumer les lumières à des gens. Quand je vais dans les radios, dans différents médias, c'est pour ça aussi. C'est sûr que ça te fait bien parce que c'est une forme de libération de parler là, de ce que tu as vécu. Puis... Je te dirais, là, le plus gros défi, c'est de l'accepter. Oui. OK? Le plus gros défi, c'est de... Je me culpabilise beaucoup pour des choses. Comme mon exemple que j'ai donné, que je sais pas, moto est là, il fait super beau, 25 degrés, gros soleil, ciel bleu. Puis, j'arrive pas à me décider, puis je reste chez nous, je reste à l'intérieur. Tu sais. Là, je retrouve un peu de calme quand il est rendu 6-7 heures le soir, parce que là, bon, de toute façon, il est trop tard pour y aller. Tu sais. Mettre la TV, ça va être correct. Tu sais. J'ai perdu toute ma journée. Là, je me sens coupable d'avoir perdu ma journée. Je me sens coupable d'être comme d'être pas être capable de prendre soin de moi. Il arrive des choses dans ma vie des fois que je ne me pardonne pas. Je peux pas te dire vraiment, là, Carl, il est qui? Je sais pas. J'ai passé toute ma vie à être qui j'étais, puis là, je découvre les choses que je connaissais pas. Comme je disais tantôt, des fois, il y a des journées, je ne sais pas je suis qui. Est-ce que tu as encore des suivis avec soit un psychologue ou des choses comme ça, ou c'est vraiment tout terminé? J'en ai pas de. Faudrait que j'y aille par moi-même, peut-être par les assurances, c'est tout ça, mais j'en ai pas là, de fourni comme tel. Alors, ça, c'est. J'aurais pas de solution, mais ça, c'est l'autre affaire. Quand tu prends ta retraite, t'es vraiment. La journée que t'es parti, t'existes plus, t'es laissé à toi-même. Tu sais. Je vais prendre un exemple. Nous autres, au gouvernement fédéral, je ne sais pas si ça va dire quelque chose, mais on a eu des gros problèmes avec le système de paye Phoenix. Il y a des gens qui ont fait faillite, il y a des gens qui ont eu des grosses affaires. Moi, j'ai eu des impacts, mais pas aussi gros que ça. Mais à un moment donné, Phoenix, le gouvernement arrive, bon, ben là, on va te réclamer tel montant d'argent, mais ils ne se gênent pas pour t'envoyer des lettres et te menacer de saisie, malgré qu'ils sont illégales parce que ça dépasse certains délais, que la loi prévoit que dépasser tel délai, tu peux pas. Fait que c'est ça, quand tu es retraité, tu es un peu laissé à toi-même. La façon que je gère ça, c'est que là, je commence, je suis capable de te dire, je suis plus le même gars. J'ai un côté hyper sensible qui est peut-être pas une mauvaise chose. En même temps, des fois, je suis très intransigeant sur des choses parce que moi, la notion importante, la notion d'urgence, la notion de choses, je l'ai vécu au niveau que la vie en dépend. Je disais à quelqu'un cette semaine, justement, tu sais, moi,
un jeune garçon là, qui est tout insulté là, parce qu'il voulait avoir une coupe de cheveux, puis c'était pas écrit non-binaire. Là. Pour moi, là, peut-être que pour lui c'est important. Là. Moi, je trouve que c'est une petite crise de grosse connerie là, quand on parle de lutter pour sa vie, puis sauver des vies, puis tu sais. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'écouter les histoires des autres, parce que quand on se compare, on se console, tu sais, dans le sens que il y a des gens qui vivent des histoires pas mal plus pires que les nôtres. Ah, puis dans ce que je dis, il y a des gens qui vivent dans d'autres domaines qui sont probablement pires que ça. J'ai jamais vécu, moi, un enfant de 3 ans, mettons, malade avec la leucémie, puis ça va être un autre désastre, ça aussi, mais moi, j'ai pas vécu ça. Le but, c'est d'être dans la compréhension et non dans le jugement, ni dans la vengeance. Mais je vais t'avouer que des fois, avec le parcours que moi j'ai connu, des fois, le jugement, il vient vite un petit peu pareil. Ouais. C'est comme l'exemple que je viens de donner, moi, je suis pas capable de donner une sympathie à ça. Je veux dire, c'est quelqu'un qui pleure parce qu'il vit dans Watt, tu sais. C'est pas ça la vraie vie pour moi, tu sais. Et Carl, dis-moi, quand on regarde tout ton parcours, parce que des événements, des défis, des moments qu'on a vécu difficiles, si on regarde tes forces et tes capacités, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, tous ces moments-là, comme personne? Ben, la conséquence de mes problèmes de santé, c'est oui, je suis plus sensible à mes émotions. Des fois, je regrette parce que je suis pas capable nécessairement de les retenir. Si on creuse un petit peu, c'est pas trop long que je peux pleurer. Là. Fait que ça m'amène à un côté un petit peu plus humain, si tu veux. Mais ça m'amène aussi à un côté des fois plus fermé. C'est que je te disais, face aux autres, des fois. C'est en étant aussi dans sa vulnérabilité que ça nous amène à des forces, puis d'être capable de partager, puis d'avouer la vérité en tant qu'humain. C'est ça qui nous fait grandir aussi. Oui, effectivement. Puis d'écouter les histoires des autres, parce que être à l'écoute, c'est d'apprendre aussi. C'est ça. Je te dirais aussi la conséquence, si ça n'avait pas été de ça, j'aurais pas été impliqué dans les médias. Et ce qu'on a déjà dit des gens, c'est que j'ai comme développé une façon de vulgariser pour que le monde comprenne des choses qui peuvent être plus complexes. Des fois, comme hier, j'ai été déjeuner avec une ancienne collègue. Puis des fois, j'ai même tu sais, j'ai pas de formation comme psychologue, mais il y a certaines personnes qui m'ont dit que c'est plus efficace quand on te parle à toi. J'ai comme intégré certaines notions, là, une certaine analyse, tu sais. J'ai expliqué, là, elle s'en est une personne qui précipite sa retraite, là. Ben, j'ai dit, là, tu vas passer par telle étape, tu vas vivre ça de cette façon-là. Wow. Tu sais, ça, je suis capable de le faire. Ce que je faisais moins, peut-être, avant. En tout cas, Carl, je te remercie vraiment beaucoup pour ton partage sur la vérité humaine. Puis, crois-moi, tu es vraiment à la bonne place de pouvoir être en mesure de partager avec les gens tes histoires, puis aussi faire entendre au public la vraie réalité de ce qui se passe à l'intérieur, mais l'impact aussi que ça peut avoir à l'extérieur. Ouais. Donc, un gros merci à toi. Merci beaucoup. Pour être venu ici là, à l'émission pour partager. Fait que je te souhaite du bon succès et une belle continuité parce que je crois vraiment aux gens qui donnent du bien, que le bien leur revient. Merci. Merci à toi. Gentil.